Pendant des années, j'ai cru comprendre ma place dans cette famille, jusqu'à ce qu'un événement lors d'un mariage bouleverse tout ce que je considérais comme normal. Je m'appelle Peyton Richard. J'avais 24 ans lorsque je suis entré dans un luxueux ranch où se déroulait un mariage, ne m'attendant qu'à un repas tranquille avec des parents éloignés. Au lieu de cela, je me suis retrouvé devant une liste de tables où mon nom n'apparaissait nulle part. Je l'ai vérifié une seconde fois lentement, pensant à une erreur. Il n'y en avait pas. Je me suis approché de la table d'honneur pour demander poliment, mais avant même que je puisse parler, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a annoncé à haute voix que ceux qui n'ont pas de place se portent volontaires pour servir. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Les regards se sont détournés. Certains ont observé attentivement. Personne n'a déplacé de chaise pour moi. Personne ne m'a invité à m'asseoir. J'ai senti la colère monter en moi, mais je n'ai pas élevé la voix. Je me suis approché de lui, j'ai posé les mains sur sa chaise, je l'ai lentement reculée pour que tout le monde puisse la voir, puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Alors, vous devriez commencer par vous lever. » Les chaises ont grincé. Les fourchettes se sont immobilisées. La conversation s'est éteinte net. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas expliqué. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a failli lui tomber sur le visage, rouge d'humiliation. Puis il s'est retourné et a quitté la pièce en silence complet, sous le regard de dizaines de personnes. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, comment la vérité a commencé à éclater, qui m'a soutenu et qui a tout perdu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Bien avant même que ce mariage ne soit envisagé, mon rôle dans cette famille avait déjà été défini sans mon consentement. J'ai grandi dans un foyer où le silence paraissait plus sûr que l'honnêteté, où certaines décisions se prenaient à huis clos, et où j'ai appris à accepter les choses sans poser de questions ni attendre d'explications. De l'extérieur, tout semblait structuré, contrôlé et respectable. Mais à l'intérieur, un système tacite régissait ma présence, toléré plutôt qu'apprécié. Mon père, Grégory, gérait les finances familiales d'une autorité tranquille, et chaque décision importante devait passer par lui avant d'être mise en œuvre. Il n'élevait jamais la voix, ne laissait jamais transparaître ses émotions, mais son contrôle reposait sur une constance qui limitait les choix sans paraître cruelle. Avec le temps, j'ai compris que rien d'important n'avançait sans son approbation. Ma belle-mère, Diane, est entrée dans ma vie avec un sourire discret qui illuminait rarement son visage. J'ai remarqué, au fil du temps, à quel point ses opinions convergeaient souvent avec les siennes, sans qu'il n'admette ouvertement cette influence. Elle ne donnait jamais d'ordre en public. Elle semait des suggestions en privé, puis observait comment elles se transformaient en règles qui dictaient le fonctionnement du foyer. Mon frère Cole était invité à participer aux discussions qui façonnaient les projets familiaux bien avant même que j'en aie connaissance. On lui demandait son avis sur les arrangements financiers, la liste des invités, l'organisation des week-ends, les engagements pour les vacances, tandis que j'étais informé après coup, lors de brèves conversations qui ne laissaient aucune place à la contestation ou à la participation. Il est devenu normal pour moi d'entendre les décisions plutôt que d'y prendre part. Les réunions de famille suivaient le même schéma silencieux. Les horaires étaient modifiés à mon insu, les conversations interrompues dès que j'entrais dans la pièce, les invitations arrivaient en retard ou étaient incomplètes. Parfois, des proches évoquaient des événements dont je n'avais jamais entendu parler, et j'ai cessé de feindre la surprise, car la franchise ne faisait qu'empirer les choses. J'ai appris à me faire discrète sans qu'on me dise de disparaître. J'ai appris quand parler, quand me taire, quand hocher la tête, quand sourire, quand m'éloigner sans exiger de réponse. Je suis devenue experte pour lire la tension ambiante, pour faire comme si l'exclusion ne me blessait pas, pour considérer la distance comme normale, car réagir ne faisait qu'accentuer la froideur des relations. Ma relation avec mon père s'est peu à peu transformée en une simple façade. Nous nous parlions poliment. Nous nous tenions côte à côte en public. Nous partagions l'espace sans nous dire la vérité. Et il n'y a jamais eu de dispute ouverte, car tout ce qui n'était pas dit vivait entre nous. Comme un mur, aucun de nous deux ne le reconnaissait. Il ne m'a pas rejeté ouvertement, mais il ne m'a jamais rapproché de lui non plus. Il y a eu des moments où j'ai songé à prendre la parole, des moments où les mots me montaient à la gorge, mais chaque fois que j'imaginais la suite, je choisissais le silence. Le silence préservait la paix. Le silence préservait l'ordre. Le silence me permettait de mieux vivre au sein d'un système bâti bien avant que je comprenne ce que signifiait appartenir à un groupe. Avec le temps, j'ai cessé d'espérer justice, car l'attente engendrait la déception. Et j'ai cessé d'espérer la proximité, car l'espoir engendrait la souffrance. Lorsque le mariage est enfin devenu un événement concret dans notre famille, la distance était déjà installée. Les rôles étaient déjà définis et j'avais déjà appris à exister sans être vu. 2 semaines avant la cérémonie,
J'ai commencé à réaliser que ma place dans cet événement avait été discrètement effacée, bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Tandis que les discussions de groupe familial restaient actives, mon téléphone restait muet, à l'exception de quelques rappels génériques qui ne disaient rien de ma place ni de ma présence attendue. Ce silence n'était pas un hasard. Il était méticuleusement entretenu. J'ai découvert que mon nom manquait dans le groupe de coordination après avoir entendu des conversations anodines faisant référence à des documents d'organisation que je n'avais jamais vus. Bien que faisant partie de la famille proche, je n'avais accès ni au planning, ni aux responsabilités de chacun, ni la possibilité de contribuer ou même de vérifier les décisions prises. Chaque message que j'envoyais, même pour de simples questions, se heurtait à des réponses polies et différées, ou à des esquives vagues qui n'aboutissaient à rien. Mon père contrôlait entièrement le plan de table et le considérait comme un bien privé, inaccessible et inviolable. Lorsque je demandais à voir où les invités étaient placés, la réponse était toujours reportée sous prétexte de brouillons inachevés ou de changements de dernière minute. Il est vite devenu évident que ce refus d'accès était délibéré, et non une simple erreur, puisque d'autres membres de la famille pouvaient consulter les plans sans problème. Diane s'était chargée de donner des instructions au personnel, leur imposant un plan de table confidentiel qui n'avait jamais été divulgué. J'observais de loin le personnel. Ajuster les marque-places, déplacer les panneaux et réorganiser la décoration des tables selon des instructions chuchotées, transmises en priorité par Diane. Personne ne m'expliquait ces décisions, même lorsque j'entendais des bribes de conversation qui laissaient clairement entendre que je n'étais pas censé être impliqué. J'ai été délibérément exclu du dîner de répétition auquel la plupart des membres de la famille assistaient dans le cadre des derniers préparatifs. Je n'ai jamais reçu l'invitation, ni par message privé ni de confirmation verbale, alors que tout le monde parlait ouvertement de ce dîner comme d'un moment incontournable. Quand j'ai demandé où il aurait lieu, les réponses étaient lentes, confuses et conçues pour me faire croire que j'avais mal compris quelque chose plutôt que d'être simplement mise à l'écart. Un membre de l'équipe organisatrice a fini par parler à voix basse, sans s'adresser à moi, laissant entendre qu'il n'y aurait probablement pas de place pour une personne comme moi lors de la réception. Ces mots n'ont pas été criés, mais ils m'ont marqué bien plus longtemps que s'ils avaient été prononcés à haute voix, car ils ont confirmé ce que je commençais déjà à soupçonner. Il ne s'agissait pas d'un simple manque de tact. J'assistais à la mise en œuvre silencieuse d'un plan délibéré. À cet instant, j'ai cessé de leur accorder le bénéfice du doute. J'ai compris que cette situation n'était pas le fruit du stress ou d'un malentendu, mais d'une décision structurée, fruit d'une collaboration. J'ai commencé à mémoriser les détails, à observer plus attentivement le langage corporel, à évaluer chaque réaction, à me préparer émotionnellement, sans laisser paraître à personne que je commençais à entrevoir la vérité. Ce matin-là, un silence étrange s'installa, rendant tout plus pesant qu'il n'aurait dû l'être. Je suis arrivé tôt au ranch, habillé comme tout le monde, avec la même invitation, m'attendant à être traité comme tout le monde. Pourtant, quelque chose clochait avant même qu'on me parle. Les invités se dirigeaient déjà vers les tables d'entrée où le personnel distribuait les cartons d'invitation, les noms soigneusement imprimés sur du papier épais. Je me suis avancé, j'ai attendu mon tour, j'ai dit mon nom, puis j'ai vu l'employée hésiter d'une manière qui en disait long. Elle a feuilleté la pile 2 fois, puis m'a regardé avec cette gêne polie qui n'est jamais le fruit de la bienveillance. Elle a dit qu'elle ne trouvait pas ma carte. Elle a désigné un coin près de l'allée de service et m'a demandé d'attendre là qu'une personne en position d'autorité puisse me parler. Je n'ai pas protesté, car j'ai alors compris que les disputes ne m'avaient jamais aidé dans cette famille. Je suis donc allé là où on me l'avait indiqué et me suis placé près d'une table prévue pour les plateaux, et non pour les convives. Debout là, j'observais les autres invités passer, se saluer naturellement, rire et trouver place sans la moindre hésitation. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais à l'écart. Personne ne s'est interrogé sur les raisons de cette mise à l'écart. J'avais l'impression d'avoir été discrètement exclu de l'événement, sans qu'on me dise explicitement que je n'avais pas ma place. Au bout de quelques minutes, mon père est entré dans la salle principale avec l'autorité tranquille qui le caractérisait. Il a balayé la table du regard, puis a parlé assez fort pour que tous l'entendent. Il a dit « Ceux qui n'ont pas de place assise sont priés de se porter volontaires pour servir ». Ces paroles sont sorties sans hésitation, sans douceur, sans se soucier de l'effet qu'elles pouvaient avoir, venant d'un père s'adressant à son propre enfant. Il ne m'a pas regardé en parlant. Pourtant, tous ceux qui l'ont entendu ont instinctivement posé leur regard sur moi. Personne n'a remis en question ces paroles. Personne n'a suggéré qu'il puisse y avoir une erreur. Personne n'a demandé s'il y avait une autre place. Le silence qui a suivi ces paroles semblait organisé, comme si chacun avait tacitement approuvé ce comportement. J'ai senti quelque chose changer en moi à cet instant. Non pas une explosion dramatique, mais une transformation lente et précise qui a rendu ma décision suivante calme plutôt qu'émotionnelle.
Je suis retourné à la table d'honneur où il était assis, j'ai dépassé les invités qui avaient déjà détourné le regard, j'ai posé la main sur le dossier de sa chaise et je l'ai repoussé. Le bruit était faible, mais suffisamment net pour immobiliser ceux qui étaient près de moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Alors, vous devriez commencer par vous lever. » Ma voix est restée calme, car je voulais que ce moment soit empreint de clarté plutôt que de chaos. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Mon père fixait l'espace vide où se trouvait sa chaise. Son visage a lentement changé, passant par la confusion, l'incrédulité, la colère, puis une expression qui ressemblait à de la gêne. Il tenta de parler, mais sa voix était hachée, inachevée, incapable de reprendre le contrôle de la salle comme il l'avait prévu. Quelques invités se remuèrent sur leurs chaises, hésitant entre le regarder et détourner le regard. Il se leva si brusquement que ses mains tremblèrent légèrement en quittant le bord de la table. Son regard ne se posa pas sur moi, ni sur moi pour me réprimander, mais sur moi, comme si je venais de perdre mon autorité sur des personnes dont le respect comptait plus pour moi que le mien. Il ne dit rien de plus. Il se détourna de la table et se dirigea vers la sortie sans dire au revoir à personne, sans donner d'explication, sans feindre que cela faisait partie d'un plan. Tandis qu'il partait, le silence dans la salle s'étira encore davantage. Personne ne tenta de l'arrêter. Personne ne le suivit. Personne ne m'adressa la parole. Je ne ressentis ni victoire, ni soulagement, ni triomphe. Je me sentais perte. C'était comme si j'avais enfin tracé une ligne qui sommeillait en moi depuis des années, restée invisible. Je suis retourné dans l'espace à l'écart, me suis de nouveau placé près des tables de service et attendu sans proposer mon aide, car j'avais enfin compris qu'obéir n'était pas synonyme d'appartenance. En fin d'après-midi, l'atmosphère du ranch s'était alourdie, empreinte de gravité. Je me déplaçais dans les espaces ouverts sans chercher à me justifier, car je sentais que l'histoire prenait une tournure inattendue. Les conversations baissaient à mon passage. Les sourires s'affinaient. Les regards se tournaient vers différents camps sans un mot. Diane avait pris le contrôle du récit avant même que je ne réalise son ampleur. Elle ne m'a pas confronté directement ni élevé la voix. Elle parlait à voix basse, en restant discrète, se penchant légèrement en avant, d'une manière qui, en apparence, semblait bienveillante. Je l'ai vue se tourner vers les proches, la famille, les amis, les personnes qui avaient étroitement collaboré à l'organisation de l'événement. Ses paroles n'étaient jamais fortes, jamais dramatiques. Elle me décrivait comme instable, émotive, irrespectueuse, incontrôlable, et exprimait tout cela avec inquiétude plutôt qu'avec jugement. La version des faits qu'elle avait construite ne comportait aucun silence, aucune omission, aucune mise en scène. Selon elle, j'avais explosé sans raison apparente. Cole m'évitait complètement. Il se déplaçait dans la propriété comme quelqu'un qui apprend un nouveau comportement, refusant de croiser mon regard, refusant de me parler, préférant fixer le sol ou la distance. Je l'ai vu rire discrètement avec les invités, puis se raidir lorsque nos chemins se sont croisés, puis se tourner légèrement pour me tourner le dos sans explication. J'ai compris qu'il avait pris une décision non pas en me choisissant ou en s'opposant à moi, mais en disparaissant purement et simplement du conflit. Son silence est devenu une prise de position publique. L'atmosphère autour de l'événement s'est scindée en groupes distincts. Certains proches se sont éloignés de moi sans dire pourquoi. Ils ont rapproché leurs chaises, formé des cercles plus serrés, baissé la voix à mon passage. D'autres me fixaient longuement sans rien dire, comme s'ils attendaient que j'avoue quelque chose que je n'avais jamais fait. Il y avait aussi un petit groupe qui observait en silence, les yeux interrogateurs, mais qui ne disait rien à voix haute, craignant de prendre le mauvais parti en public. J'ai choisi de partir avant que l'image qu'ils étaient en train de construire de moi ne devienne définitive. J'ai longé les longues tables, les pièces décorées, les conversations qui s'interrompaient à mon approche. Je n'ai pas regardé en arrière par peur. Je ne suis pas parti par honte. Rester signifiait accepter un rôle que quelqu'un d'autre avait écrit pour moi sans me demander mon avis. Arrivé à la limite du ranch, quelqu'un a appelé mon nom pour la première fois depuis que tout avait basculé. Je me suis retourné et j'ai vu mon oncle Thomas Richard s'avancer vers moi. C'était la première fois qu'il se manifestait publiquement au lieu de rester à distance. Il ne m'a pas demandé de me calmer. Il n'a pas cherché à expliquer le comportement de qui que ce soit. Il m'a regardé avec lucidité, avec reconnaissance, avec une stabilité qui semblait étrangère à cet environnement. Il a dit qu'il avait vu comment l'histoire s'était écrite bien avant ce jour. Il a dit que certains schémas étaient invisibles simplement parce que personne ne voulait les nommer. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas exprimé sa sympathie de façon superficielle. Il a acquiescé. Il a dit que je n'avais pas imaginé ce qui s'était passé. Il m'a dit que je n'avais pas tort de refuser de jouer le jeu. Pour la première fois depuis ce matin-là, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni pression ni défense. Je me sentais observé sans être contrôlé.
J'ai hoché la tête une fois. C'était tout ce que je pouvais offrir à ce moment-là. Il ne m'a pas demandé de rester. Il ne m'a pas demandé de partir. Il est simplement resté à mes côtés tandis que le bruit de l'événement continuait sans nous. En m'éloignant du ranch, je n'avais plus l'impression de fuir quelque chose. J'avais l'impression d'avoir quitté un rôle qui n'avait jamais été le mien sans m'excuser de mon absence. Le lendemain matin, aucun bruit ni chaos ne régnait. Pourtant, tout autour de moi semblait transformé d'une manière impossible à ignorer. Je me suis réveillé avec une étrange conscience, comme si le silence qui m'entourait n'était plus vide, mais chargé d'un poids. Avant même de déverrouiller mon téléphone, j'avais le sentiment que l'histoire avait déjà commencé à se dérouler sans moi, façonnée par des personnes déterminées à contrôler la façon dont les autres se souviendraient de ce qui s'était passé. Lorsque j'ai finalement regardé l'écran, j'ai remarqué une régularité qui semblait intentionnelle plutôt qu'émotionnelle. Des publications provenant de comptes liés à l'entourage de Dian ont commencé à apparaître discrètement, chacune soigneusement rédigée pour suggérer déception, anxiété et désillusion morale sans nommer personne directement. Le langage semblait raffiné en apparence, mais l'intention sous-jacente était brutale, amenant les lecteurs à une conclusion déjà tirée. Chaque message paraissait calme, maîtrisé et suffisamment poli pour sembler plausible, ce qui rendait son impact bien plus puissant que des accusations directes. Peu après, des messages ont commencé à arriver de personnes qui m'avaient à peine adressé la parole auparavant. Certains semblaient hésitants, d'autres curieux, et quelques-uns contenaient des jugements tacites déguisés en sympathie. Plusieurs m'ont envoyé des captures d'écran de conversations privées qui avaient eu lieu dans mon dos. Et en les parcourant, j'ai vu mon nom associé à des descriptions qui me semblaient étrangères, dures et profondément déformées. Des mots décrivant l'instabilité, le sentiment de supériorité, l'agressivité et la manipulation apparaissaient à côté de mon identité, comme s'il s'agissait de faits répétés par des personnes qui ne m'avaient jamais posé la moindre question. Ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas la cruauté du langage, mais la précision du timing. Les messages ne semblaient ni impulsifs, ni empreints d'émotion, contrairement à ce qu'on observe sous le choc. Tout paraissait organisé, planifié, structuré, comme s'il s'agissait d'une préparation plutôt que d'une réaction spontanée. Peu à peu, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, mais d'une construction narrative orchestrée bien avant que je puisse m'exprimer. Plus tard dans la journée, Thomas m'a contacté et m'a proposé de nous rencontrer en privé. Son ton était dénué d'urgence, un calme imperturbable laissait clairement entendre qu'il comprenait déjà la gravité de ce qu'il allait me montrer. Lorsque nous nous sommes enfin assis ensemble, il a posé son téléphone sur la table entre nous, me permettant d'observer sans pression ni interruption. Ce que j'ai vu a bouleversé ma vision des choses. Il a fait défiler des conversations datant des semaines précédant le mariage, me montrant des messages où des stratégies étaient discrètement discutées, des formulations soigneusement choisies et un timing calculé à l'avance. Des noms associés à Diane apparaissaient fréquemment, non pas comme des participants émotifs, mais comme des personnes influençant le dénouement. La réalisation que tout avait été orchestré à l'avance s'est peu à peu imposée à moi, non comme un choc, mais comme la confirmation de ce que mon intuition pressentait déjà. Il m'a expliqué, sans hausser le ton, que ce à quoi j'assistais n'était ni le chaos, ni un dommage causé par des réactions impulsives. Il m'a clairement fait comprendre que j'étais prise au piège d'une structure conçue pour limiter ma crédibilité avant même que je puisse me défendre. Ces paroles n'avaient rien d'accusateur, et il ne visait personne, mais le message était sans équivoque. À cet instant, j'ai pris ma décision sans hésiter. Je n'éprouvais aucun besoin de discuter, de confronter ou d'exiger des explications. J'ai simplement ouvert mon répertoire, supprimant silencieusement les numéros qui me permettaient de joindre mon père et Diane, et bloquant tous les moyens de communication qui leur permettaient d'entrer dans ma vie. Mes gestes étaient dénués de colère, seulement d'une certitude tranquille. Aucune communication supplémentaire ne pourrait arranger les choses. Après cela, j'ai ressenti une paix intérieure, une paix qui ne venait pas du soulagement, mais de l'acceptation. J'ai compris que la distance n'était pas de la cruauté, et le silence n'était pas une capitulation, mais une forme de protection que j'avais méritée. À la fin de cette matinée, toute confusion avait disparu de mon esprit. La compréhension l'avait remplacée, une compréhension stable, irrévocable et authentique. 2 semaines plus tard, ma vie s'était stabilisée dans un rythme paisible, sans plus avoir à chercher à être comprise. La distance que j'avais prise avec ma famille n'était plus temporaire, mais bien ancrée, comme si mon espace émotionnel se reconstruisait autour de quelque chose de plus solide. C'est durant cette période de lucidité que Thomas a repris contact avec moi, non pas avec émotion ou colère, mais avec une action concrète, rassurante et protectrice. Il m'a dit avoir parlé à une personne de confiance, convaincu que je méritais le même accompagnement professionnel. Grâce à lui, j'ai été mise en relation avec mon avocat, Daniel Carter,
présenté comme un conseiller juridique possédant une vaste expérience dans la protection des limites personnelles. Dès l'instant où je me suis assise en face de lui dans son bureau, sa présence m'a paru structurée et pragmatique, comme s'il comprenait la gravité de situations qui, sur le papier, paraissaient anodines, mais qui, dans la réalité, semblaient insurmontables. Daniel ne posait pas de questions indiscrètes. Son écoute attentive et calme me permettait d'expliquer les détails sans stress ni doute. Je lui ai fourni des captures d'écran, des chronologies, des noms et des descriptions, et il a tout examiné avec une méthode rigoureuse qui me donnait le sentiment d'être écouté sans être mis à nu. Lorsqu'il a officiellement accepté mon dossier, les démarches administratives ont commencé à me paraître une protection plutôt qu'un conflit. Quelques jours plus tard, un événement a dissipé mes dernières hésitations quant à l'opportunité de demander une protection juridique. Mon père s'est présenté à mon travail sans prévenir, sans autorisation et sans aucune notion de distance. Sa présence était plus pesante que bienveillante, et son attitude a mis plusieurs collègues mal à l'aise, au point qu'ils sont intervenus. L'atmosphère a immédiatement changé, et une journée de travail ordinaire s'est transformée en une intrusion. Des agents de sécurité ont été appelés, et peu après, la police locale est arrivée pour constater ce qu'elle a qualifié de contact non désiré. Les policiers ont pris l'incident au sérieux, ce qui contrastait fortement avec la façon dont ma famille avait toujours minimisé mon malaise. Ils ont recueilli des témoignages, documenté l'incident et rédigé un rapport officiel qui a transformé la situation, d'un problème personnel, en une violation avérée des limites. Voir ce rapport établi a été comme la fin paisible d'un chapitre que je n'avais jamais pu clore à ma guise. Ce document en main, Daniel est passé à l'étape suivante. Il a rempli la demande officielle d'ordonnance de protection avec une précision qui reflétait à la fois confiance et bienveillance. Chaque document rempli était comme une nouvelle étape de la construction d'une protection, plutôt que l'aliment d'une confrontation. Le dossier complet a été transmis aux autorités compétentes, non pas à la hâte, mais avec assurance. En quittant son bureau ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu en moi. Aucun désir de vengeance, aucune attente d'excuses qui ne viendrait jamais. Au contraire, j'éprouvais le calme de ne plus subir la situation. Je la gérais enfin à ma façon. À partir de ce moment, j'ai compris que la protection légale n'était pas une question de punition. Il s'agissait de préserver la paix d'une manière qui m'était totalement inconnue. Un mois plus tard, le monde qui m'avait paru inaccessible a commencé à me paraître bien différent, non pas parce qu'il était devenu plus accueillant, mais parce que la vérité avait peu à peu atteint les lieux où les rumeurs circulaient. Mon père n'a pas perdu son poste du jour au lendemain. Pourtant, le changement était bien réel et impossible à ignorer. Les invitations ont cessé d'arriver. Les réunions qu'il contrôlait autrefois se déroulaient désormais sans son nom. Ceux qui baissaient la voix lorsqu'il parlait ont commencé à éviter tout contact direct. Et l'influence qu'il avait si soigneusement préservée a commencé à disparaître discrètement, irrémédiablement. Diane a subi une autre forme de conséquence, fondée sur le silence plutôt que sur le conflit. Le cercle social qu'elle avait si soigneusement constitué a commencé à se refermer sans explication. Les déjeuners n'étaient plus organisés. Les comités ont retiré son nom sans débat public. Les amis qui partageaient autrefois ses opinions ne répondaient plus à ses messages. Cela ne s'est pas fait bruyamment, ni par confrontation, mais c'était inévitable. Son accès au cercle qui la valorisait s'est peu à peu érodé, jusqu'à ce que l'image qu'elle avait si soigneusement cultivée ne trouve plus aucun écho. Cole n'a pas subi le déshonneur public, mais une épreuve bien plus dure. Ceux qui lui faisaient confiance pour les affaires familiales ont cessé de le faire, lui y compris. Des conversations privées se sont poursuivies à son insu. Les proches qui le défendaient autrefois ont préféré prendre leur distance plutôt que de le soutenir. Sans confiance, il a perdu la protection invisible qui l'avait accompagné pendant des années et a commencé à vivre en marge des réunions familiales plutôt qu'au cœur de celles-ci. Il s'est isolé, non par punition, mais parce que plus personne ne se sentait en sécurité pour l'associer aux décisions. Tandis que leur monde se rétrécissait, le mien s'est apaisé d'une autre manière. J'ai déménagé. J'ai choisi un nouveau lieu qui ne me rappelait ni les cris ni l'humiliation silencieuse. J'ai changé de numéro. J'ai supprimé les comptes qui me reliaient à ceux qui avaient appris à observer plutôt qu'à protéger. J'ai coupé tout accès indésirable à ma vie. Il n'y a pas eu d'annonce fracassante, pas d'adieu, pas de confrontation finale. Il n'y avait qu'une distance construite patiemment, couche après couche, jusqu'à devenir réelle. Couper les ponts n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de respect de soi. J'ai appris que le contrôle ne se manifeste pas toujours par le pouvoir. Parfois, il se manifeste par l'absence. Parfois, il consiste à choisir le silence plutôt que les explications. Parfois, c'est la décision silencieuse de ne plus discuter avec ceux qui, de toute façon, n'ont jamais écouté. En instaurant cette distance définitive, je n'ai rien perdu de précieux.
J'ai protégé les parts de moi-même qui avaient trop survécu, bien trop longtemps. La leçon la plus importante que j'ai tirée de cette expérience ne concernait ni la trahison ni l'équité, mais les limites. Quand les gens vous montrent qui ils sont, vous n'avez pas à les convaincre de changer. Vous devez décider jusqu'où ils peuvent s'aventurer dans votre intimité. La famille n'est pas synonyme d'accès. L'amour n'est pas synonyme de tolérance. Le respect commence par le courage de s'éloigner lorsque votre présence est traitée comme un privilège que l'on peut prendre et rendre à volonté. Si vous m'avez accompagné jusqu'au bout, je vous remercie de m'avoir écouté avec un esprit ouvert et un cœur serein. Votre temps est précieux, tout comme votre sécurité, même dans les moments les plus intimes. Si mon histoire vous a permis de vous sentir moins seul ou d'y voir plus clair dans votre propre vie, alors elle valait la peine d'être partagée. Merci d'être là, de respecter ce cheminement et de vous rappeler que vos limites ne sont pas de la cruauté, mais de la lucidité.